l'heure, vous êtes nombreux à être présents et présentes. Je m'appelle Pascal Loviconi, je suis là pour juste le fil rouge, l'animation de cette heure et quart qui nous reste jusqu'à 11h30. J'anime le cabinet Compétences Bénévolat depuis 14 ans qui travaille sur ces problématiques, de vous aider à avancer, vous, les fondations, les collectivités, les associations, dans la structuration de notre projet et le développement du pouvoir d'agir des populations. Alors, à mes côtés, pour nourrir ces débats avec votre présence aussi, dans le débat, trois personnes. Aurélie Marat, qui est conseillère municipale à la ville de Lyon et adjointe au maire du 8e arrondissement. Merci de votre présence, Aurélie. À ma droite, Sofiane Barry, qui est coordinateur de l'EPI de Vaux-en-Velin, l'espace projet interassociatif, je ne me trompe pas sur le cycle. Et encore un autre cycle, le CCO, Harout Mexiane, qui dirige le CCO, la Réole. Voilà. Alors, très rapidement, déjà, pour créer un petit peu le contact, un tout petit mot sur vous, comment vous allez vous présenter spontanément. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Aurélie Marat, je suis adjointe au maire du 8e arrondissement. Je suis en charge notamment des questions de démocratie locale, vie associative, budget participatif et égalité femmes-hommes. C'est un petit peu long, mais il y a un lien vraiment entre toutes ces thématiques. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, un peu comme Florestan le disait en introduction, c'est un sujet, la vie associative, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mon parcours personnel, c'est un engagement associatif avant d'être dans un engagement politique. Voilà, on a à cœur, nous, l'exécutif d'arrondissement et ville de Lyon, de travailler cette thématique de la vie associative en lien avec la vie démocratique, puisqu'on sait qu'il y a un lien fort entre ces deux sujets, et ce lien, on essaye de le nourrir au maximum. Voilà, je suis trop longue. Non, c'est très bien, c'était le deal. Vous avez un petit espace d'1 minute pour dire ce que vous vouliez, pour vous présenter vos personnes dans la salle. À ma droite, Sofiane. Alors, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sofiane, j'ai 30 ans, ça fait maintenant 3 ans que je travaille à l'EPI en tant que coordinateur des activités. Donc l'EPI c'est une asso qui est un peu plus vieille que moi, elle a 33 ans maintenant, et elle est d'abord née dans la volonté de promouvoir la multiculturalité de la ville de Vaux-en-Velin, et au fil du temps nous sommes devenus un point d'appui à la vie associative, qui est quand même maintenant le cœur de notre métier, tout en restant acteur des enjeux particuliers qu'ont la ville de Vaux-en-Velin autour de la citoyenneté, de la lutte contre les discriminations et le racisme. Donc on mène ces deux combats depuis maintenant une quinzaine d'années et on va bien continuer à le faire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Harout, je suis le directeur du CCO. Le CCO, c'est un lieu d'innovation sociale et d'innovation culturelle. Donc, cette association existe depuis 60 ans, non, 61 ans. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes du CCO qui ont participé à ce que cette journée puisse avoir lieu dans des bonnes conditions. Que vous dire, le CCO, alors on a une posture un peu atypique, ça fait 60 ans que le CCO explore des champs, et ici, ça fait maintenant de nombreuses années, et concrètement depuis l'année dernière, on a ouvert donc ce lieu et le bâtiment de la Réole, qui est à l'autre bout de la rue, en expérimentant la gestion d'un foncier. C'est-à-dire que le CCO est devenu propriétaire à travers un montage ici de ces espaces-là sur 800 mètres carrés et puis là-bas du bâtiment complet. Voilà, c'est une expérimentation riche, parfois compliquée, mais voilà, on pourra en reparler. Merci. La première est cette question de cette coopération, de ce travail en commun par rapport à des besoins sociaux clairs sur un territoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un domaine de la vie des habitants qui le nécessite encore plus que d'autres? Finalement, s'il n'y avait qu'un choix à faire d'un champ de la vie locale dans lequel il faudrait appliquer cette coopération, vous voudriez que ça bénéficie à quel aspect de la vie quotidienne des habitants? Je peux commencer par vous. Bon courage, elle n'est pas facile celle-là.
je vais tricher un petit peu, au lieu de parler d'un enjeu important, je vais en citer deux. Le premier, c'est un enjeu géographique, territorial, et le second, c'est un enjeu démocratique. Pourquoi un enjeu territorial? On a dans le 8e arrondissement des fortes disparités en fait, entre les différents quartiers, des sociologies complètement différentes, des besoins qui sont complètement différents. Et donc l'enjeu, c'est voilà, de travailler et de proposer aux associations d'animer chaque cœur de quartier. Enfin, en tout cas, c'est l'intention politique qu'on a, c'est qu'on a à cœur d'animer chaque cœur de quartier. Pour donner un exemple concret, puisque c'est ce qu'on me demande, des exemples concrets, dans le quartier Grand Trou, Moulin à Vent, je vois Karine, qui est présidente de la FJC, qui connaît bien le sujet. On avait des associations qui se réunissent dans une salle associative du quartier, qui ne se connaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas. Peut-être qu'elles se croisaient entre chacun de leurs créneaux, elles ne se connaissaient pas du tout. Et grâce à la mise en lien, aux rencontres associatives qu'on a créées, elles ont eu l'idée de monter leur propre forum des associations de quartier. Et donc ça a été un temps à la fois festif et puis un temps riche voilà, pour faire émerger des projets, se faire connaître dans le quartier. Donc ça, c'est un exemple concret pour l'aspect territorial. Sur la question démocratique, on essaye de créer du lien entre habitants et associations du territoire, puisque les associations ont un rôle important dans l'animation du débat public, dans l'animation des quartiers. Donc ce sont des acteurs importants de la démocratie. Et on essaye de mettre en lien les associations entre elles, mais aussi le réseau d'associations avec d'autres instances de participation citoyenne. Donc, par exemple, quand on a des rencontres associatives, on invite systématiquement les conseils de quartier. Donc, c'est important de faire du lien entre conseils de quartier et associations. On a quand même, sur le 8e arrondissement, on est quand même un gros arrondissement, on a 1000 inscrits au conseil de quartier. Donc voilà, tout le monde ne vient pas, bien sûr, hein, mais voilà, on touche quand même un public large. On crée du lien avec aussi le conseil citoyen, on crée du lien avec le budget participatif. Je donnerai aussi un exemple tout à l'heure. Et puis du lien avec le conseil d'arrondissement des enfants. Là, je reviens de la plénière d'installation des enfants de l'arrondissement. On a fait le choix de faire travailler les enfants sous un format démocratie d'interpellation. Donc les enfants sont amenés on voulait imposer aucune thématique. Donc on voulait que les enfants ils puissent partir de leurs besoins en fait. Quels sont leurs besoins dans leur quartier? Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs problèmes qu'ils rencontrent? Et à partir de là, collectivement, ils sont amenés à enquêter et interpeller des décideurs. Et ce qui a été intéressant, c'est que en fait, les décideurs, c'est parfois nous, en tant qu'arrondissement, parfois en mairie centrale, parfois la métropole, mais aussi des acteurs associatifs qui ont été interpellés, typiquement directeurs, directrices de LJC. Donc c'est une mise en lien qui est importante pour que aussi les enfants soient des acteurs de la vie de leur quartier et acteurs citoyens à part entière. Voilà. S'il y avait qu'un choix à faire, je ne ferai pas de choix. Alors, s'il y a vraiment... alors, je parle d'un endroit qui est un peu compliqué parce que le CCO, on est une structure un petit peu atypique et compliquée à percevoir. On est sur plein de champs. On n'est pas dans un label type MJC ou Centre Social ou d'autres. Et c'est ce qui a toujours fait la force et l'intérêt du CCO, c'est de créer les conditions des espaces de rencontre. S'il y avait un champ, pour moi, qui serait intéressant, c'est justement comment est-ce qu'on cultive des espaces sans projet, non programmatiques, où on laisse la rencontre, le dissensus, les initiatives, pouvoir à un moment s'ancrer, s'émerger, pouvoir échanger. On parlait
parlait de moment politique tout à l'heure avec, j'ai entendu beaucoup Monsieur le Vice-président parler de ça. Je pense qu'on est aussi dans un moment politique où on est sous les appels à projets, les endroits où on nous demande quel est ton objectif, je vois beaucoup d'associations aussi où les espaces de dissensus n'existent pas. Je pense que ces endroits-là sont riches, ce sont des endroits essentiels à une expression démocratique. S'il y avait quelque chose à cultiver, pour moi, ce serait ça. C'est ce qu'on essaye à toute mesure d'essayer de préserver et de mettre en place ici. Et c'est pas évident, parce que les contextes sont compliqués. Rendre lisible cette action, c'est toujours très périlleux. On parle de démocratie participative, mais pour que cette démocratie s'ancre, les personnes ont besoin de se frotter, de s'essayer à plein d'argumentaires, de pouvoir tenter des choses, de ne pas être d'accord. C'est souvent de ces endroits-là que naissent les étincelles qui ensuite permettent de voir les choses d'une autre manière, de tenter des innovations. Je suis toujours très, très partagé, je sors peut-être un peu du sujet, je suis désolé, je suis toujours très, très surpris lorsqu'on met le monde initiative doit participer à régénérer, innover, mais le monde associatif est aussi soumis à des labels, des appels à projets hyper cadrants, où on nous demande de mettre des objectifs à réaliser. J'ai vu qu'il y avait une chercheuse qui était là. Est-ce que c'est le chemin qui est important ou est-ce que c'est le résultat qui est important? Je pense que c'est cet endroit-là qu'il faut aussi préserver, cultiver, chérir et essayer de mettre un frein à des raisonnements binaires, d'accord, pas d'accord, pour ou contre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors pour le coup, pour ma part, nous à l'EPI, à Vent-en-Velin en particulier, on a un réel enjeu démocratique. On a la nécessité de permettre à nos habitants et nos habitantes de comprendre les enjeux de leur citoyenneté. Ça passe par plusieurs niveaux. Le premier, c'est déjà de comprendre la citoyenneté, qu'est-ce que c'est, de se l'approprier et d'en devenir acteur. Donc la ville de Vent-en-Velin, comme Lyon 8, a mis en place différentes instances de démocratie participative, les conseils de quartier, conseils de jeunes, conseils de seniors, le CCVA, donc le conseil consultatif à la vie associative. Mais malgré tout ça, on reste quand même une des communes de la métropole avec le taux d'abstention le plus élevé. Depuis maintenant 30 ans, on a pris part à ce travail, de permettre à nos habitants et à nos habitantes de comprendre les enjeux, mais avant même de comprendre les enjeux, c'est surtout aussi de leur permettre de comprendre leur place en tant que citoyens dans la République. Et ça demande un long processus, et je rejoins Harold sur le chemin plutôt que sur les résultats, parce que c'est au fil des générations qu'on arrive petit à petit à permettre à nos concitoyens de se sentir en place, sains et équilibrés dans leur République, et ensuite, dans un second temps, leur permettre de s'y investir complètement, que ce soit à travers le vote, que ce soit à travers un engagement associatif, un engagement auprès de leurs enfants. Bon, il y a plusieurs façons de vivre sa citoyenneté et de se sentir acteur dans sa République. Et nous, à Vent-en-Velin, c'est vraiment une particularité ou une nécessité pour nous de pouvoir permettre à nos Vaudais et nos Vaudaises de pouvoir se sentir à l'aise dans notre République. Question suivante. On va prendre un petit peu un côté chronologique de la chose. Rencontre entre une association ou des associations coalisées et une ou des collectivités locales. On sait très bien, par pragmatisme, que très souvent, l'association qui va voir la collectivité locale, pas toujours, mais dans l'immense majorité des cas, vient parler sous, vient parler local. C'est la vraie vie, bienvenue dans la vraie vie, et c'est parfaitement légitime.
Du coup, je fais tout de suite un pas de côté, ce qui n'exclut pas du tout qu'on en parle dans la matinée, mais je fais un pas de côté en vous demandant, les uns et les autres, est-ce que de temps en temps, en tant qu'asso ou en tant que collectivité locale, vous allez voir l'autre pour parler autre chose que local ou subvention? Qui sait prendre la parole parmi les trois invités? Allez, Aurélie. Merci. Donc, ce qu'on a mis en place depuis le début du mandat, ce sont donc 3 à 4 rencontres associatives par an. L'idée, c'est d'avoir, disons qu'on considère le rôle, nous, en tant qu'élus en charge de la vie associative, on a un rôle à la fois de facilitateur, de pouvoir outiller les associations, ou alors leur donner accès aux outils, et c'est bien sûr, ça va au-delà de juste l'accès aux salles associatives. Outiller, on a des demandes sur comment on mobilise des bénévoles, comment on a accès à des volontaires en service civique, comment on rédige des statuts, comment on travaille la gouvernance, etc. Enfin, vous connaissez toutes ces thématiques. Donc on a un rôle, effectivement, je pense, à donner accès en fait, à tous ces outils, et un rôle aussi de mise en lien. Donc on a vraiment voulu accentuer là-dessus, et c'était une attente forte en début de mandat de créer du lien entre associations. Donc on a 3-4 rencontres par an, dont une fête annuelle des associations, et l'idée, c'est que ce soit un maximum porté par les associations elles-mêmes. Donc, les thématiques des ateliers sont proposées par les associations et souvent animées par les associations elles-mêmes. Voilà, côté mairie, donc les élus et le cabinet qui organisent ces temps forts. À chaque fois, on essaye de le faire dans des quartiers différents et dans des locaux associatifs différents, parce que du coup, ça touche pas les mêmes publics et c'est intéressant. Voilà. Voilà, et on a une centaine de participants à peu près à chaque rencontre. Et si une dernière chose, c'est qu'on essaye d'associer à la fois des petites structures et des plus grosses. Et c'est intéressant parce qu'on a des toutes petites associations. Ça peut être des associations de parents d'élèves, ça peut être des comités de locataires, ça peut être voilà, ce genre de structure aussi d'animation locale, de cœur de quartier. Et puis des plus grosses structures, donc ça peut être des structures d'éducation populaire, ça peut être les CIL, ça peut être Anciella qui nous participe fortement. Et puis on a fait un travail en début de mandat sur tout simplement sur notre listing associatif de l'arrondissement pour remobiliser autour de ces rencontres associatives pour avoir plus d'acteurs impliqués. Donc on a fait une démarche voilà, d'aller vers différentes structures. Voilà, merci. Merci à vous. Sofiane, un petit mot? Cadre de l'EPI, nous, on a su nouer des relations avec la collectivité de Vent-en-Velin à travers l'organisation d'événements. En particulier il y a 7 ans, on a réuni un collectif d'une vingtaine d'associations dans l'idée de pouvoir promouvoir la diversité des différentes cultures qui vivent côte à côte à Vent-en-Velin. C'est le festival Arta Sacra, qui est maintenant aussi financé aussi par la métropole. La volonté de ce festival, c'est de s'appuyer sur la richesse de chacune de nos cultures, afin de pouvoir la promouvoir aux autres. Grâce à ce support et à cet appui de la collectivité, on a pu, depuis 7 ans, organiser cet événement qui dure pendant une semaine. Donc, permettre à une vingtaine d'associations de s'asseoir autour de la table avec un objectif commun, c'est pas chose aisée, mais on a su le faire, et grâce à la collectivité qui nous apporte un support technique, financier. Vous m'entendez pas? Si. Ah pardon. C'est trop. Ah pardon. J'ai la voix qui porte trop, excusez-moi. Du coup, c'est une façon aussi de pouvoir nouer une relation concrète avec la collectivité, et ça permet au moins de mettre la collectivité autour de la table, avec les associations, pour permettre de discuter de sujets qui intéressent les associations. Et en l'occurrence, la promotion de la diversité, c'est une des notions hyper importantes pour les associations de la ville de Vent-en-Velin. Et à travers ce festival, on arrive à le mettre en forme.
on arrive à le concrétiser réellement. Ça va aller là? On arrive à le concrétiser réellement. Alors moi, j'essaierai de parler des collectivités, puisqu'en fait, nous, on est très en lien, évidemment, avec la ville de Villeurbanne, qui est notre financeur principal, mais aussi la métropole et l'État. Un peu comme l'EPI, on a une position singulière, c'est-à-dire qu'on est et association, et on a pour mission aussi d'accompagner des porteurs de projets associatifs. Évidemment, on essaye de maintenir un dialogue et de partager des enjeux au-delà des dialogues de gestion ou des moments où on se voit pour parler locaux ou financement. Ça reste quand même compliqué d'avoir des temps sur lesquels on arrive à échanger sur le fond. Malgré tout, ils existent, il y a des moments comme cela trop. J'essaye aussi de parler pour les associations qu'on accompagne, et ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, évidemment, des structures comme les nôtres, on est dans des réseaux, on arrive à avoir des liens particuliers, singuliers, pour des porteuses de projets, pour des associations voilà, employeuses ou non employeuses de tailles diverses, ça reste plus compliqué. Donc les PAVA ont ce rôle-là aussi, de pouvoir permettre à ces structures de se rencontrer, d'échanger, d'essayer de partager des difficultés, de mettre en commun, voire de pouvoir faire du troc de compétences. Voilà, moi je suis bon en com, moi je suis bon en compta, comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Sur les enjeux plus politiques, c'est marrant, c'est ce que je disais à l'instant, j'étais ce week-end à Paris sur une conférence sur la démocratie participative. En fait, la parole des porteuses de projets, des porteurs de projets, des habitants, il n'y a jamais eu autant d'outils à disposition pour que cette parole émerge. Et moi, je pense que le problème, c'est plutôt l'écoute. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est compliqué, hein, parce qu'on est dans des je me mets aussi à la place et des techniciens, techniciennes et des responsables politiques. Il y a des synthèses à faire de tout ça. Comment on fait se rencontrer cette parole-là avec des contraintes aussi financières, de gestion, d'objectifs globaux. C'est pas simple, mais je pense que c'est pas des moments à fuir, en tout cas, j'en suis persuadé. Il y a des expérimentations sur le territoire de la métropole, sur Villeurbanne, qui méritent d'être regardées plus finement. Voilà ce que je pouvais. Je vous propose qu'on reste sur ce sujet, mais en approfondissant un petit peu sur ces modalités plus pratiques. Les formes de la relation, les formats, les conditions de la relation. On était sur des visions relativement politiques jusqu'à présent. Ça semblait effectivement toucher des points importants. Les répéter, c'est pas utile, vous avez pris note. De la manière dont ça se passe, les formes des occasions, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur le sujet? Alors, je vais essayer de décaler un petit peu le propos et le sujet. En tout cas, c'est un exemple que j'aime beaucoup, que je partage souvent avec mon équipe. Dans une vie antérieure, j'étais très investi sur le 8e arrondissement. Et j'étais investi à travers une compagnie qui était installée à la MJC, la ENEC. Les personnes de la compagnie siégeaient au conseil citoyen comme acteurs et actrices du quartier. Et évidemment, sur ces entités-là, beaucoup de problèmes remontaient sur la vie au sein des logements, l'insalubrité, voilà, et beaucoup de choses qui n'arrivaient pas à être entendues.
Et donc la compagnie, l'asso, hein, a proposé de se mettre à l'écoute et de créer, de faire une création. Et donc il y a eu une création qui a été faite avec la parole des habitants et des habitantes, où on a un petit peu où les auteurs et autrices ont un peu fictionné ça. Ça a été montré, à l'époque ça s'appelait le NTH8, maintenant c'est le ciel. Ça a été montré au NTH8 et on a invité évidemment tous les élus, les responsables de l'office qui étaient là-bas. Et tout le monde était ravi de ce moment en disant c'est incroyable ce qui peut se passer sur des territoires et dans des logements. Et puis à la fin on leur a dit en fait vous savez cette parole-là c'est la parole du conseil citoyen ici et ce qui se passe, que vous avez entendu, ça se passe en vrai là dans les immeubles. Ça a changé le truc. Voilà, il y a eu une prise de conscience globale, il y a eu une vraie campagne pour essayer de remettre en place, et puis cette parole a été prise en compte. Ce que je veux dire, c'est, je trouve que la capacité d'interpellation, je ne sais pas si c'est ça la question, ouais. La capacité en fait de faire prendre conscience de situations en décalant le propos par des acteurs et des porteurs de projets associatifs, elle est assez incroyable. On est tous et toutes dans des silos d'activité, dans des silos et j'entendais tout à l'heure l'interpellation, mais on a des logiques professionnelles qui nous poussent à être dans une réalité, dans un truc, on est sur des rails, et c'est extrêmement compliqué de faire sortir de ces rails ou de décaler les imaginaires de chacun. Et je ne parle pas avec des mots-clés du type empathie ou résilience ou je ne sais pas quoi, mais en fait, il faut à un moment aussi permettre à ces assos de pouvoir dire on se décale. Juste, on essaye de voir les choses autrement. On est dans des enjeux de transition, je pense, extrêmement forts, sociétaux, environnementaux, économiques aussi, aussi politiques, je pense. Si on n'arrive pas à certains moments à voir les choses autrement, différemment, ça va être tendu. Merci à vous deux. La question, c'est bien celle d'approfondir un petit peu par des échanges cette question de la forme et des conditions de la relation. C'est notre Aurélie. Je veux bien rebondir sur la question de faire un pas de côté, parce que j'ai une petite anecdote. Donc, dans ce réseau d'associations et des rencontres associatives qu'on organise, il y a des échanges entre des associations qui ont des objets complètement différents et ça crée des rencontres intéressantes. On a par exemple dans une des rencontres on avait un atelier autour de l'Agora Lyon 2030. Donc l'Agora Lyon 2030 c'est l'engagement à neutralité carbone de la ville de Lyon d'ici 2030 et c'est une agora représentative de la sociologie et avec différents acteurs de la ville de Lyon, que ce soit des acteurs économiques, associatifs, des universitaires, etc. Et donc il y a des associations, dont la MJC Mon Plaisir d'ailleurs, qui sont venues présenter comment fonctionnait l'Agora Lyon 2030. Et il y a deux associations, je vais les citer, les Petits Frères des Pauvres et Une Souris Verte, qui ont, à l'issue de la rencontre, souhaité adhérer à l'Agora Lyon 2030, donc souhaité rejoindre l'expérimentation. Et en fait, ces associations, elles n'auraient jamais imaginé être légitimes pour travailler sur cette démarche neutralité carbone. Et c'est la rencontre qui a permis de lever les freins à ce type d'engagement. Voilà, et puis après, il y a un intervenant qui parlait d'entraide entre associations. On essaye aussi de faire des ateliers où chaque association met en avant un petit peu ses compétences, ses domaines d'expertise, et au contraire ce qu'elle recherche en termes
de compétences à développer. Et voilà, c'est pareil, c'est des mises en lien qui sont utiles. Il y a certaines associations qui sont très au fait sur la question de comment on crée un fonctionnement collégial d'association, ou d'autres qui connaissent comment on emploie des salariés, ou voilà. Donc ça, c'est des échanges intéressants. Et après, pour revenir sur le sujet des salles associatives, qui est un sujet de relations collectivité-association, on a fait un travail en début de mandat de refonte des critères d'attribution des salles associatives. Il y avait certains locaux certaines associations qui avaient, entre guillemets, l'exclusivité de certains locaux. On ne savait pas quelle en était la raison. Et donc on a fait un travail de refonte des critères, de mise en lien, et ces associations elles ont fini par partager des locaux et justement créer du lien. On a par exemple une asso informatique avec une association sportive qui du coup s'entraide sur les outils numériques. Donc voilà. Et donc sur cette question d'équité, en fait, et de transparence, elle était importante aussi pour les associations, parce qu'il y avait des associations qui nous sollicitaient et auxquelles on répondait, mais en fait on n'a plus de salles dispo. Et donc c'était important de retravailler les critères, mais aussi d'être transparent sur quels sont les critères. Bon, les critères, je pense qu'ils sont assez partagés entre les collectivités, hein. L'ancrage territorial, l'utilité sociale ou sociétale, la non-exclusivité effectivement d'utilisation des salles, et puis c'est à peu près tout, hein. Mais voilà, donc on a fait ce travail et ça a permis de toucher plus d'associations. On en avait 95 qui pouvaient qui utilisaient en début de mandat les locaux associatifs. On en a 130 aujourd'hui. Donc voilà. Deux échelles, l'échelle ville et l'échelle arrondissement, parce qu'effectivement, la plupart des subventions sont quand même restent allouées en mairie centrale. Donc côté ville de Lyon, quelque chose d'intéressant sur les subventions, il y a eu le travail sur la budgétisation sensible au genre. Donc, dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, on utilise cet outil. On a mis en place cet outil qui est un outil reconnu par l'ONU, etc., comme étant un outil très efficace pour lutter contre les discriminations et les inégalités de genre. Donc c'est une manière d'analyser le budget d'investissement et de fonctionnement de manière objective sur est-ce qu'il bénéficie à un public masculin ou féminin. Et donc de cette analyse budgétisation sensible au genre est ressorti, on s'en doute, mais côté sport, qu'il y avait effectivement une différence entre la moyenne des subventions allouées au sport féminin par rapport au sport masculin. Donc on a rééquilibré, donc on a augmenté effectivement les subventions allouées à la pratique amateur des femmes. Donc ça c'est une manière de voir les choses, toujours cette question d'équité. Et puis il y a eu une volonté aussi de revaloriser les subventions à l'éducation populaire, puisqu'on les considère comme des acteurs importants pour nous. Donc il y a eu une revalorisation l'année dernière importante de 2 millions d'euros. Et ces subventions-là n'avaient pas bougé depuis 10 ans, hein, donc c'était nécessaire. L'arrondissement, il y a eu un travail en fait dans le cadre du Code général des collectivités territoriales pour essayer de vraiment voir quels sont les leviers pour que l'arrondissement soit reconnu pour arbitrer des demandes de subventions. Et donc ça a permis quelqu'un parlait de décentralisation, ben voilà, même à l'échelle de la ville de Lyon, on a besoin de décentraliser et de permettre à l'arrondissement, qui est quand même l'échelon de proximité, de pouvoir arbitrer des subventions. Donc on a, pour la première fois au dernier conseil municipal, alloué des subventions directement par les arrondissements. Et donc on a fait le choix pour le 8e arrondissement de l'animation des quartiers. Voilà.
Merci Aurélie, une prise de parole d'Arout et puis Madame. Oui, plusieurs choses. On a parlé d'utilité sociale. Je pense qu'on est dans un moment aussi où on a besoin d'accompagner nos partenaires sur comment est-ce qu'on lit cette chose-là. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Là, avec une dizaine d'autres points d'appui à la vie associative sur le territoire national et avec le RNMA, on a lancé un gros travail sur qu'est-ce que c'est pour un point d'appui à la vie associative, cette unité sociale. Donc c'est lié à plein de choses, hein, un territoire, aux spécificités d'action, à l'environnement, et on voit en avançant que c'est quelque chose de très complexe à lire. On est accompagné. Nous qui sommes vraiment dedans, les acteurs, on a déjà du mal à le lire, à le détricoter, à le formuler. Je pense que pour des financeurs, c'est encore plus compliqué. Parce qu'ils doivent mobiliser aussi des outils de lecture de cet élément-là. Donc voilà, première chose, j'essaie de réagir. On parle aussi du monde associatif comme si c'était un tout, alors qu'en fait, il y a une énorme disparité d'actions, d'enjeux, d'engagement. On parlait des assos sportives, c'est encore un autre monde au sein du réseau Savara dans lequel le CCO et l'EPI sont inscrits. On voit bien que ce sont des enjeux complètement différents. Et puis, évidemment, je voudrais rejoindre aussi sur cette question du temps disponible. On est sur l'ensemble des actions portées par les associations. On voit souvent la fenêtre de la personne qui porte l'action. Donc on finance par exemple l'action ou le projet là-dessus. Mais nous, on voit bien hein, sur le projet complexe du CCO, les équipes sont complètement surchargées. Lorsqu'il faut faire tourner une action, derrière, il y a des services support aussi qui doivent exister, qui n'ont pas, il n'y a pas de réalité économique. Nous, au sein du projet du CCO, on doit conjuguer le projet associatif et comment est-ce que ce foncier-là, on a un gros prêt à rembourser, donc on doit dégager des ressources. On est constamment percuté sur ces injonctions-là. Comment demander ne serait-ce que 50 € pour une salle de réunion à une asso qui est en train de se créer? C'est impossible. Et en même temps, comment conjuguer le fait que, oui, on a besoin de louer ces espaces-là, mais jamais au détriment du projet et de l'ambition associative ici. Donc, on est constamment dans des étaux. Comment répondre aux sollicitations pour participer à des réflexions d'ingénierie et en même temps accompagner des structures sur leurs propres réflexions, intervenir sur des moments de représentation et en même temps être sur le terrain pour être l'opérationnel fin auprès des habitants, des habitantes. C'est constamment des déchirements sur lesquels on essaye de répondre comme on peut. Clôturer ce temps d'échange, donc le restant en propos. La question que je vous poserai, je vous l'ai dit, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir 30 secondes, je passe le micro au restant, c'est, on a fait beaucoup de petits pas de côté comme ça dans les échanges, on va essayer d'en faire un dernier en rêvant un peu. Autrement dit, pour entretenir cette vision de où est-ce qu'on souhaite aller pour trouver l'énergie pour, donc on dirait qu'on serait en, je sais pas, 2028, 29 ou 30, hein, donc on n'est plus dans l'année 2024, et qu'une autre personne ait la gentillesse de dire voilà, il y a eu une coopération entre une ou des collectivités et des associations sur un quartier, sur une commune, on a réussi à faire quelque chose, le truc un peu qui vous semblerait l'idéal, que vous n'oseriez même pas proposer aujourd'hui à votre collectivité ou à vos assos, parce qu'il y a trop de contraintes. Donc voilà, je voudrais qu'on se fixe sur un ou deux rêves.
Oui, je me permettrai d'intervenir pour en fait essayer de partager la manière dont nous on essaie de saisir des enjeux que vous avez décrits pendant tout le débat. C'est beaucoup de questions et c'est toujours des tensions permanentes parce que on est placé, collectivité comme association, dans un cas structurel assez oppressif, où on est chacun dans des couloirs de nage et avec finalement des moyens qui ne sont pas forcément à la hauteur des missions, de la valeur sociale qui est produite. Donc il y aura de toute façon un combat à mener pour qu'à un moment donné les moyens affluent et donner le souffle qui est nécessaire pour que cette rencontre entre associations et collectivités puisse s'établir sur les différents champs qui la composent. Parce que ce que je voudrais rappeler, Ruth l'a dit, il y a plein d'associations aussi qui ne sont pas en lien avec les collectivités, et il y a plein de il y a des collectivités qui sont... Voilà, on n'est pas en lien avec toutes les associations du territoire. Et il me semble que nous, la manière dont, en tout cas, on essaye d'investir à la métropole cette notion de fait associatif, c'est de se dire qu'on a une responsabilité en tant que collectivité de permettre aux associations d'exprimer un contenu social, une valeur sociale ajoutée qui est dure à nommer, mais sur lequel on accepte de ne pas avoir de prise institutionnelle, sur lequel on accepte que, en fait, on a ce rôle de permettre l'expression sociale en tant que telle, sans que cette expression concourt aux objectifs d'un programme politique ou d'une politique publique. C'est pas toujours évident parce qu'il y a eu une forte demande de redevabilité et que les collectivités ont aussi été soumises à des logiques de gestion très libérales où on nous demande d'avoir des indicateurs, des objectifs, etc. Et où il faut qu'on réinvente et qu'on assume en tant que collectivité territoriale que nos instruments de redevabilité ne passent pas peut-être une période où il n'y en avait peut-être pas assez à la symétrie inverse d'aujourd'hui de bilans gros comme ça qui forcément vous n'êtes pas forcément, enfin vous n'êtes pas forcément d'ailleurs dans le pilotage de l'action publique. C'est pour ça que dans le cadre du fait associatif notamment, moi mon rôle c'est de soutenir les points d'appui à la vie associative. On a cette réflexion-là puisqu'on va renforcer nos moyens pour que les BAVA du territoire de la métropole de Lyon puissent faire cette activité d'accompagnement et on explore ensemble la manière dont on peut construire une future redevabilité qui à la fois serve l'association, à la fois nous permettre, nous, devant les représentants des citoyennes et des citoyens, de pouvoir voilà, nommer cette valeur sociale. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on va. On va continuer de travailler. Est-ce que c'est sous forme d'indicateurs? Si je me permets de rêver, moi, j'aimerais bien que la collectivité, un jour, se dise pourquoi pas qu'une redevabilité, c'est une pièce de théâtre devant le conseil métropolitain. Pourquoi pas. Après, il y a tous les moments où les associations participent de la fabrique de l'action publique, soit dans la conception, soit dans la mise en œuvre. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, parfois, je culpabilise parce qu'on vous demande effectivement de venir participer à ces exercices démocratiques, alors qu'on sait très bien qu'à côté, vous n'avez pas les conditions matérielles pour faire vos missions, vous l'avez très bien dit. Donc ça, c'est parfois... voilà, c'est difficile. On essaye... Il faut se poser la question, est-ce que c'est une dynamique qui doit être continue? Est-ce que c'est une dynamique au moment où on se pose la conception de la politique publique? Est-ce que c'est un moment de dynamique où on la met en œuvre? Et puis après, moi, il faut quand même, pour ouvrir le débat, se dire que les associations, parfois, font aussi ce que ne veut plus faire l'État ou la collectivité, parce que finalement, on hérite d'un projet quand même d'ultra-libéralisation et d'ultra-privatisation de la chose publique. Et que finalement, en fait, c'est l'énergie citoyenne qui prend en charge quelque chose qui ne devrait pas être de son ressort. Et ça va poser des questions demain aussi vis-à-vis de ces éducations. Moi, c'est très concret. C'est en 2028, hein, c'était ça la question. Hein, voilà. Et ben, on aura monté une maison des associations
en face de la maison de la danse, très proche de la mairie du 8e. On sait qu'on va récupérer des locaux à cet endroit-là. Et on espère voilà, monter un projet maison des assos, maison de l'ESS. Voilà, c'est un projet à définir. On espère que ce lieu sera porté par des associations qui seront aussi pleinement intégrées dans l'écosystème démocratique. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, j'ai pas de montre, mais je pense qu'il est peut-être à peu près l'heure. Je voudrais que vous vous remercier d'avoir pris la parole et venu vous déplacer pour partager vos questions, vos expériences, vos envies de rêve. Voilà, merci à chacun. Je pense que vous pouvez vous applaudir.